Le drama commence avec Yumeri, une femme très travailleuse qui est sur le point de se marier. Tellement dévouée qu'elle finit par organiser presque seule le mariage. Prestataire, invitation, paiement, tout. Elle achète même la bague de fiançailles avec son propre argent, convaincue qu'elle est en train de construire un avenir stable aux côtés de l'homme qu'elle aime. Le problème, c'est que son fiancé est loin d'être aussi sérieux. Il trouve toujours des excuses pour sortir, disparaître et, en cachette, la tromper. Murray ne se doute de rien au début, parce qu'elle a confiance en lui et parce qu'elle est trop occupée à essayer de faire en sorte que le mariage soit parfait. Mais la vérité lui tombe dessus comme un seau d'eau froide quand elle apporte quelques cartons dans la maison où ils sont censés vivre après le mariage. Dans cette maison, elle trouve une boucle d'oreille qui n'est pas à elle. Puis, en inspectant le lit, elle voit un long cheveu qui ne lui appartient pas non plus. Son cœur se serre, mais elle ne s'arrête pas à une simple intuition. Elle enquête calmement, relit les éléments, confirme l'évidence et décide de le confronter. Il réagit comme le font ceux qui ont la conscience sale. Il feint la surprise, invente des explications ridicules et jure que tout n'est qu'un malentendu. Murray l'aime encore, alors elle essaie de lui donner une dernière chance. Elle lui demande quelque chose de simple pour clore le sujet, vérifier son téléphone. L'homme préfère casser le portable plutôt que de le montrer. Ce geste la met face à la réalité. Non seulement il l'a trompée, mais il est aussi prêt à détruire les preuves plutôt que d'assumer ses actes. Murray se remplit de rage, le largue sur le champ et s'en va avec la dignité blessée, mais ferme. Et comme si ce n'était pas assez, quelque temps plus tard, le plus gros piège est révélé. Ils étaient déjà mariés légalement. Il ne manquait que la cérémonie. Autrement dit, il ne s'agissait pas seulement d'annuler le mariage, mais de divorcer. Murray a l'impression que la vie lui a fait un croche-pied double, parce que dans ce mariage, celle qui a vraiment investi, c'est elle. Sa mère leur a prêté de l'argent pour acheter un appartement. Et maintenant Murray ne sait pas comment lui annoncer que tout s'est effondré. Pendant que Murray porte le poids de la honte et de la dette, son ex vit comme s'il avait gagné. Il est heureux avec sa maîtresse, planifie des voyages et se comporte comme s'il était la victime. Murray, elle, reste seule en ville et se défoule comme elle peut, en essayant de ne pas s'effondrer devant les autres. Le coup suivant arrive alors qu'elle ne s'est même pas encore remise du précédent. La police frappe à sa porte et l'informe que l'homme qui leur a vendu l'appartement était un escroc. En quelques mots, l'argent du prêt de sa mère est perdu. Murray se fige. Désespérée, elle appelle son ex, parce que même si elle le déteste, légalement ils sont encore liés et il a fait partie de l'affaire. Mais il s'en lave les mains et lui dit de se débrouiller. Murray craque et cette nuit-là, elle boit pour faire taire le vacarme dans sa tête. En plein état d'ivresse, elle appelle sa mère, parce que celle-ci insiste pour aller porter de la nourriture à ses beaux-parents. Et Murray essaie de l'en empêcher pour qu'elle ne découvre pas encore l'humiliation. Puis, sur le chemin du retour, en titubant, l'accident survient. Une voiture la renverse. Le conducteur est Kim Oh-yu, héritier de la plus grande boulangerie du pays, une entreprise légendaire numéro 1 depuis des décennies. Oh-yu vit sous pression. Sa grand-mère veut que lui ou son cousin prennent les commandes, et la moindre erreur devient une munition de plus au sein de la famille. Cette nuit-là, pourtant, il ne voit qu'une femme blessée et hors d'elle. Il essaie de l'aider et pense même à lui donner de l'argent pour éviter un scandale. Mais Murray est tellement confuse qu'en entendant son nom, elle le mélange avec celui de son ex. Au lieu de le remercier, elle le pousse, le frappe et s'accroche à lui comme une sangsue, en exigeant qu'il lui rende l'argent que sa mère a prêté. Oh-yu ne comprend rien, il veut juste fuir ce drame. Mais Murray monte dans sa voiture et jure qu'elle n'en descendra pas tant qu'il n'aura pas payé. Oh-yu parvient à la faire descendre, mais Murray tombe sur un cactus et se retrouve couverte d'épines. Là, elle éclate en sanglots, de ceux qui portent des mois accumulés. Oh-yu, même s'il en a assez, ne peut pas la laisser là. Il l'emmène à l'hôpital, paie ce qu'il faut et, une fois les épines retirées, elle veut partir vite parce qu'elle n'a pas d'argent. Oh-yu la voit fragile et décide de la ramener chez elle pour éviter qu'elle ne se mette dans des ennuis dans la rue. En chemin, il se plaint de l'odeur d'alcool et lui demande de ne pas trop lui parler. Mais à l'aube, il s'arrête pour regarder le soleil se lever. Ce moment étrange apaise le chaos de Murray. Elle respire, se calme et se promet de ne pas abandonner. Avec ou sans ex, avec ou sans appartement, elle va se relever. Peu après, une annonce apparaît. Une entreprise de construction affirme qu'elle va faire gagner une maison de luxe d'une valeur de 5 millions de dollars, soi-disant pour un couple de jeunes mariés. En réalité, le tirage est truqué pour que la maison revienne au fils du maire, en échange de faveurs. Mais le destin s'en mêle. Le PDG qui tire le billet se trompe et prend celui de Miri,
parce qu'il était plié exactement comme le sien. Ainsi, Murray se retrouve gagnante. Quand elle l'apprend, elle manque de s'évanouir. Cette maison serait la sortie parfaite. La vendre, rembourser la dette de sa mère et repartir de zéro. Le problème, c'est que le prix exige que la gagnante soit une jeune mariée, et Murray est sur le point de divorcer. Comme légalement elle est encore déclarée mariée, elle décide de ne pas déposer tout de suite la demande de divorce. Son plan est de tenir le coup, d'encaisser le prix, de vendre, puis de clore le mariage. Mais comme la maison devait revenir au fils du maire, celui chargé de réparer cette bourde est M. Baek, un homme qui finit toujours par nettoyer les dégâts des puissants. Baek reçoit des ordres clairs. Il doit retirer le prix à Murray, peu importe comment. Il la met donc sous pression avec une condition. Si elle veut la maison, elle doit se présenter avec son mari. Si elle vient seule, elle ne recevra rien. Murray essaie de contacter son ex, mais il est à l'étranger avec sa maîtresse et l'ignore. Désespérée, elle se souvient de l'inconnu qui l'a aidée la nuit de l'accident et part le chercher. Il s'appelle Oyue. En plus, c'est ce nom qu'elle avait confondu avec celui de son ex. Murray lui propose un marché, qu'il fasse semblant d'être son mari juste une journée, pour récupérer le prix. Elle évite de donner des détails, par peur qu'il réclame la moitié. Alors elle lui propose de l'argent pour ce service. Oyu soupçonne qu'elle fait quelque chose de louche. Il croit que Murray veut l'utiliser pour escroquer le vrai mari. Alors il refuse. Mais Murray insiste, et il finit par accepter avec une idée en tête. Il ira, oui, mais s'il découvre qu'elle triche, il la dénoncera. Oyu pense qu'il entre dans une mini-escroquerie. Il n'imagine pas jusqu'où cela va aller. Le même jour, Oyu se présente à la boulangerie comme nouveau directeur marketing. Sa grand-mère l'a placé là parce que les ventes baissent et que la guerre pour la succession est en feu. Son cousin veut aussi être l'héritier. Alors il lui laisse un chaos soigneusement préparé pour qu'Oyu trébuche dès le début. Tout devient une compétition silencieuse. Réputation, chiffres, leadership. Pour compliquer encore, l'entreprise de design qui travaille avec la boulangerie est liée à Miri. Le cousin d'Oyu appelle Murray, avec de mauvaises intentions, lui dit que les emballages valent cher et qu'elle devrait facturer 10 fois plus. Miri, écrasée par les dettes et l'urgence d'argent, tombe dans le piège. Oyu se voit donc obligé de la rencontrer pour négocier. Quand ils se retrouvent, tous les deux restent figés. Ils ne s'attendaient pas à se croiser à nouveau dans un contexte aussi sérieux. Lors de la réunion, devant l'équipe, ils font comme s'ils ne se connaissaient pas pour éviter les ragots. Murray accepte de baisser un peu le prix, mais demande à parler à Oyu en privé. Là, elle lâche la vraie raison. Elle a besoin qu'il soit son mari pour une journée, sinon elle perdra le prix. Oyu dit non. Miri, en mode survie, lui fait comprendre que s'il refuse, le contrat deviendra plus cher et la boulangerie perdra de l'argent. En plus, Oyu ne veut pas décevoir sa grand-mère avec un scandale dès son premier mois. Il finit par accepter. La cérémonie arrive. Oyu veut entrer, signer et s'enfuir. Il sait que s'ils se font prendre, ils peuvent être accusés de fraude. Malgré tout, il joue le mari affectueux parce que Baek et les cadres les observent. Pour couronner le tout, le PDG de la société de construction leur impose une autre condition. Ils doivent participer à une campagne publicitaire comme couple idéal. Oyu panique, car quelqu'un de son entreprise pourrait le reconnaître. Il invente alors une maladie contagieuse et obtient l'autorisation de porter un masque, pour que personne ne voie clairement son visage. Au final, Murray reçoit les clés et a l'impression de respirer enfin. Mais Baek assène le coup final. Pour que la remise soit officielle, le couple doit vivre ensemble pendant 3 mois. En plus, il habite juste en face, donc il compte les surveiller. Oyu se fâche, parce qu'il avait accepté un service d'un jour, pas une cohabitation. Murray devient livide, car si elle perd la maison, elle se retrouve à la rue. Oyu essaie de se dégager. Il dit que la maison est trop loin de son travail et qu'il ne viendra que de temps en temps. Mais Baek ne négocie pas. Il exige qu'ils vivent ensemble pour de vrai. Oyu dit à Murray que tout ça a dérapé et qu'il ne veut pas participer à un mensonge aussi énorme. Murray lui répond avec la vérité la plus dure. Elle n'a nulle part où aller. Oyu part en colère, mais la culpabilité le rattrape. Il l'appelle pour s'excuser, même s'il n'est pas encore convaincu de rester. Les dangers d'être un couple commencent immédiatement. Une nuit, Oyu manque de tomber sur sa famille pendant que Baek rôde. Murray passe en mode camouflage et se cache où elle peut, finissant même dans la niche d'un chien. Elle perd son téléphone en fuyant et la tante d'Oyu le ramasse. Murray préférerait perdre le portable plutôt que d'être démasqué. Mais une sonnerie retentit et elle n'a plus le choix que de se montrer. Pour s'en sortir,
Elle joue la folle à moitié et parvient à faire fuir la tante. En parallèle, apparaît la docteure qui soigne la grand-mère, amie proche de la famille. La docteure est amoureuse d'Oyu depuis longtemps et lui envoie des signaux, mais lui ne les voit pas ou ne veut pas les voir. La grand-mère, ravie, décide de pousser cette relation. Elle adorerait que la docteure devienne sa belle petite fille. Au sein de l'entreprise, le drama devient sombre. Un comptable découvre que quelqu'un détourne beaucoup d'argent vers une société fantôme aux États-Unis. Le vice-directeur lui demande de garder le silence, affirmant qu'ils vont enquêter en secret. Le comptable lui fait confiance. Cette même nuit, le vice-directeur lui offre une boisson énergisante pour le calmer, mais elle contient un somnifère. Le comptable s'endort au volant et meurt dans un accident. L'histoire officielle est étrange, mais le coupable arrange tout pour que cela ressemble à de la malchance. Miri, pendant ce temps, n'a toujours ni argent ni vraie maison. Elle cherche de l'aide, appelle une amie, mais celle-ci est alarmée et ne peut pas l'héberger. Sans option, Miri finit dans un motel bon marché en attendant de trouver où vivre. C'est inconfortable et cela lui rappelle à quel point elle est seule. Une nuit, Oyu va la déposer et croit que le gérant dépasse les limites. Il fait un scandale et, même si tout n'était qu'un malentendu, ils se font finalement mettre dehors. Sans autre solution, Oyu lui propose de dormir dans la maison du prix jusqu'à ce qu'elle trouve mieux. La pression sur Baek augmente, parce que son patron et le PDG de la société de construction le menacent. S'il ne récupère pas la maison, ce sera pour sa pomme. Baek décide de faire des visites surprises et exige que le mari soit présent. Meri est nerveuse car elle ne veut plus continuer à demander des services à Oyu, mais elle ne peut pas non plus perdre. Pour renforcer le mensonge, Oyu accepte d'être plus présent, même si chaque minute supplémentaire est une corde qui se resserre autour de son cou. Une nuit, un dysfonctionnement de la maison intelligente allume toutes les lumières et Baek se pointe pour vérifier. Il remarque que presque tout semble appartenir à Meri et demande pourquoi le mari n'est pas là. Meri improvise. Elle dit qu'il est très occupé, mais qu'il va bientôt emménager. Pour que le mensonge tienne, Oyu laisse des vêtements et des affaires dans la maison et accepte d'y passer plus de temps. Pour faire baisser les soupçons, ils prennent des photos de jeunes mariés. Par moments, ils jouent si bien leur rôle qu'ils en sont eux-mêmes troublés. Au studio, une connaissance de l'entreprise qui pourrait reconnaître Oyu apparaît, et Meri l'embrasse d'un coup pour la distraire. Ils s'en sortent indemnes, mais l'atmosphère reste étrange. Ce qui avait commencé comme un jeu d'acteur semble soudain trop réel. Le sujet de la mort du comptable commence à planer. La grand-mère sent que quelque chose cloche, mais le vice-directeur la manipule. Il invente que le comptable était accro au jeu et qu'il a causé des pertes. Comme il ne peut plus se défendre, la grand-mère le croit. Lors d'un dîner de famille, la tante d'Oyu mentionne l'accident du comptable et le compare à la mort du père de Oyu, lui aussi dans un crash. Oyu se sent mal. Cette nuit-là, il se rappelle son enfance. L'accident a eu lieu le jour de son anniversaire, et depuis, sa famille a arrêté de le fêter, comme si la joie était interdite. Un jour, Meri souhaite un joyeux anniversaire à Oyu sans savoir que c'est le jour où ses parents sont morts. Elle lui prépare un repas pour le remercier, et ce geste le touche plus qu'il ne veut l'admettre. Sur la route, il voit un arc-en-ciel et, en plaisantant, parle de vœux. Meri demande la réussite pour rembourser sa dette. Oyu, sans le dire, fait le vœu de rester près d'elle. Le maintenant ex-fiancé infidèle réapparaît en ville et par hasard, manque de voir Meri avec Oyu. Meri sombre dans la paranoïa. Oyu lui suggère de prendre les devants et de parler avec l'ex, voire de partager le prix pour éviter les menaces. Mais Meri connaît son ex. Elle est sûre qu'il essaiera de la faire chanter pour soutirer davantage. Elle préfère tout perdre plutôt que de dépendre à nouveau de lui. Pendant ce temps, le karma explose au visage de l'ex-fiancé infidèle. Il découvre que sa maîtresse le trompe elle aussi. Il la suit, la voit avec un autre homme et s'effondre. Il ressent maintenant ce que Meri a ressenti. Anéanti, il rappelle Meri pour s'excuser et demander une nouvelle chance, comme si tout pouvait s'effacer avec des larmes. Meri le coupe net. Elle ne veut plus retourner dans ce cercle. Dans une autre scène, la mère de Meri oublie son portefeuille dans la voiture de Oyu. Quand Oyu le récupère, il voit une photo de Meri enfant. Il reste figé. C'est la petite fille qu'il a rencontrée au poste de police, celle qui lui avait offert son jouet pour qu'il ne se sente pas seul. C'était sa première petite lueur d'espoir. Oyu comprend que le destin lui a donné une seconde chance et décide de ne pas la gâcher. Dès lors, il invente des excuses pour parler à Meri et, sous prétexte de coordonner le mensonge, cherche à passer du vrai temps avec elle. La grand-mère organise un rendez-vous entre Oyu et la docteure, en espérant qu'ils finissent en couple.
La docteure veut se déclarer, mais Oyu arrive distrait et lui raconte qu'il a retrouvé son premier amour. Il avoue aussi qu'au lycée, il a essayé de la retrouver, mais qu'il n'a pas frappé à la porte parce qu'il a entendu des commentaires douloureux sur la mort du père de Murray et s'est senti coupable. La docteure, craignant que tout explose, lui suggère de ne pas révéler la vérité à Miri. Cette suggestion allume une bombe. Plus tard, la docteure s'approche de Murray et, pour protéger Oyu, lui glisse l'idée qu'Oyu l'aide par dette et par culpabilité, pas par amour. Murray reste glacée. Elle a l'impression de s'être fait des illusions toute seule, que tout n'a été qu'un prêt émotionnel, et décide de partir au village pour respirer. La docteure regrette après coup et court l'annoncer à Oyu. Oyu, en colère et désespéré, part à la poursuite de Miri. Au village, Murray et Oyu s'assoient pour parler sans masque. Elle confirme qu'elle ne le tient pas pour responsable de la mort de son père et qu'elle ne veut pas qu'il vive avec ce poids. Oyu admet qu'il a gardé la peluche qu'elle lui a offerte quand ils étaient enfants et finit par dire ce qu'il ressent. Il l'a aidée parce qu'elle lui plaît vraiment. Murray le croit. Un poids s'envole de sa poitrine et ils finissent par s'embrasser, cette fois sans jouer. Comme il se fait tard, Oyu passe la nuit chez Miri. La mère de Murray l'accueille avec joie, parce qu'elle l'aime bien et le trouve respectueux. La nuit, Oyu l'appelle, effrayé par un insecte dans sa chambre, et Murray se moque de lui. Puis il manque de se faire surprendre et se retrouve caché sous les couvertures, serré et nerveux. Le lendemain, la mère cuisine et plaisante sur le mariage, comme si elle les avait déjà adoptés. Avant de rentrer, Oyu accompagne Murray sur la tombe de son père. En silence, ils remercient le destin d'avoir croisé leur chemin. Ensuite, ils vont à la plage et Murray décide qu'elle ne veut plus mentir. Elle veut dire la vérité à Baek et assumer les conséquences. Oyu lui promet son soutien. De retour en ville, l'ex-fiancé infidèle enquête et découvre qu'Oyu n'est pas un simple employé. C'est l'héritier. Il passe en mode vengeance, veut le détruire pour récupérer Murray. Il essaie d'abord de le dénoncer par lettre, mais les gardes le mettent dehors. Puis il apprend que Murray n'a pas encore déposé la demande de divorce et que, par conséquent, ils sont techniquement toujours mariés. Avec ça en main, il menace. Si Murray ne s'éloigne pas de Oyu, il les dénoncera pour fraude. Murray prend peur, pas pour elle, mais pour le scandale qui pourrait éclater autour de l'entreprise de Oyu. Oyu découvre que l'ex a flairé quelque chose et comprend pourquoi Murray s'éloigne. Miri, épuisée, affronte l'ex-fiancé infidèle et lui fait clairement comprendre qu'elle ne l'aime pas et ne reviendra pas. Il essaie de la faire chanter et utilise ensuite larmes et promesses pour la manipuler. Mais ça ne marche plus. Quand l'ex perd le contrôle, Oyu arrive, le stoppe et le prévient que, s'il veut des ennuis, il devra s'en prendre à lui. L'ex-fiancé infidèle s'en va vaincu. Peu de temps après, un événement important a lieu dans l'entreprise où Oyu veut présenter officiellement Murray à sa grand-mère. Murray est nerveuse parce que la grand-mère déteste les mensonges. Et, comme si la vie voulait poser l'épreuve finale, Baek apparaît et découvre qu'Oyu est le petit-fils de la présidente de la boulangerie. Là, il relie les points. Murray n'est pas la vraie épouse et la cohabitation était un montage. Baek est prêt à les dénoncer pour fraude, mais la docteure l'arrête avec une vidéo montrant un pot de vin au maire. C'est plus grave, alors Baek accepte de se taire, même s'il fait bien comprendre qu'il n'oubliera pas ce qu'il a vu. En parallèle, le vice-directeur accélère son plan. Il avoue à la grand-mère qu'il a détourné de l'argent et manipulé la mort du comptable, puis essaie d'en rajouter une couche en changeant ses médicaments. La grand-mère survit, mais reste dans un état grave. Sans elle aux commandes, arrivent des audits, des investisseurs inquiets et une investisseuse qui exige des paiements immédiats. En réalité, c'est l'épouse secrète du vice-directeur, partie intégrante du plan pour forcer la vente de l'entreprise. Oyu enquête en secret. Avec l'aide de Murray, il découvre que l'investisseuse porte un autre nom, a un fils et des liens évidents avec le vice-directeur. Il leur manque cependant une preuve définitive, alors ils montent un piège. Ils laissent courir la rumeur que la grand-mère s'est réveillée. Le vice-directeur panique et envoie son épouse secrète, déguisée en infirmière, pour tenter de finir le travail. La police l'attend déjà et l'arrête. Le vice-directeur joue la victime et affirme qu'on l'a manipulé, mais Oyu enregistre une conversation où il se trahit. En plus, le cousin d'Oyu apporte des preuves qu'il gardait depuis des années. Oyu va voir la femme détenue et lui montre comment le vice-directeur la renie. En pensant à son fils, elle décide de parler et livre des preuves qu'elle conservait au cas où il la trahirait. Avec ces preuves, la vérité la plus dure éclate. L'accident qui a coûté la vie aux parents d'Oyu a été provoqué. Le vice-directeur voulait l'entreprise, et quand le père d'Oyu a découvert son infidélité et l'a confronté, il a décidé de les éliminer.
On révèle aussi le pot de vin versé au procureur pour fermer l'affaire. Avec tout cela rouvert, le vice-directeur ne peut plus se cacher. La famille s'effondre, surtout la tante de Oh-yu, qui pendant des années a accusé ce dernier et défendu son mari. Elle demande pardon et se rend coupable de tout. Oh-yu décide de lui pardonner, non pas parce que ça ne fait pas mal, mais parce qu'il ne veut plus vivre enchaîné au passé. Il se rend sur la tombe de ses parents, leur promet que justice a été faite et, à ce moment-là, présente Meri comme sa compagne. Meri promet de prendre soin d'Oyu avec tendresse, sans remplacer qui que ce soit, mais en l'accompagnant. Baek change lui aussi. Las de payer pour les péchés des autres, il avoue la corruption de la société de construction et laisse le PDG affronter les conséquences. Baek fait ses adieux à l'orphelinat où il a grandi et décide de s'éloigner de cette famille abusive qu'il a manipulée depuis sa jeunesse. La docteure le soutient et, avec le temps, tous deux se rapprochent vraiment. Ils finissent par s'écrire, sortir ensemble et construire une relation tranquille, sans dettes émotionnelles. Quant à la maison gagnée, Baek est déjà épuisé et ne veut plus pousser cette mascarade. Quant Oh-yu et Meri lui racontent toute la vérité. Baek est résigné et se contente de leur dire de vivre leur vie. La maison est rendue et Meri perd ce bouée de sauvetage, mais pour la première fois elle se sent légère. Il n'y a plus de mensonge qui lui serre la gorge. Meri décide de clore le chapitre légal et dépose enfin la demande de divorce. Cette fois, elle est vraiment libre. L'ex-fiancé infidèle tente un dernier coup. Il annonce une conférence pour révéler le sombre secret de l'héritier. Mais ça tourne contre lui. L'entreprise le poursuit pour diffamation et dommages, et il n'a même plus de travail pour se défendre. Il reste seul, avec la honte d'avoir brûlé le dernier pont qui lui restait. Meri le voit brisé et, même si elle ne le pardonne pas, elle lui demande de lâcher prise. Elle lui dit que, par respect pour le peu de bon qu'il y a eu, le mieux est de finir en paix et de continuer chacun de son côté. Quand tout semble enfin se mettre en place, un autre obstacle surgit, la mère de l'ex-fiancé infidèle, par jalousie, court raconter à la grand-mère d'Oyu une version exagérée de l'histoire pour présenter Meri comme intéressée. La grand-mère se refroidit et ne veut plus la voir. Meri l'apprend et se décourage. Une nuit, elle entend Oyu parler avec sa grand-mère et croit qu'on lui demande de la quitter. Elle s'en va seule, triste, convaincue qu'une fois de plus, c'est à elle de perdre. Mais la réalité était autre. Oyu ne suppliait pas qu'on accepte Meri. Il parlait de la succession. Son cousin a renoncé pour se consacrer aux jeux vidéo. Alors l'unique héritier reste Oyu, et il se sent submergé. Il demande à sa grand-mère de revoir la pression et de lui accorder un peu de temps. Quand Oyu rattrape Meri et lui explique, elle est soulagée, mais comprend aussi le poids qu'il porte. À ce moment précis, Oyu décide qu'il ne veut plus de demi-mesure. Il demande Meri en mariage, calmement et avec assurance, comme quelqu'un qui sait enfin ce qu'il veut. Meri reste un instant sans voix, puis dit oui. Et le mieux, c'est que cette fois, il n'est plus question d'acheter la bague par obligation. Ce geste vient de l'amour, pas du besoin. Meri rencontre la grand-mère en face à face et, pour la première fois, sans rien cacher. Elle raconte son histoire avec simplicité. Comment elle a travaillé, comment elle s'est trompée en faisant confiance, comment elle s'est relevée et comment elle ne cherche pas l'argent. La grand-mère avoue qu'elle a déjà fait vérifier. Elle a envoyé des gens au village pour parler avec la mère de Meri et confirmer les faits. En découvrant que Meri vient d'une famille honnête et qu'elle n'est pas une chasseuse de fortune, la grand-mère approuve la relation, même si elle demande d'avancer pas à pas à cause du poste de Oyu. Avec le temps, la famille se réorganise. Oyu s'adapte à son nouveau rôle. Le cousin quitte la compétition et finit par le soutenir. Et Meri se reconcentre sur son travail avec plus d'assurance. La sœur de Meri devient virale sur les réseaux. Sa mère relance son commerce avec fierté. Et la vie semble moins lourde. Baek poursuit son chemin. La docteure trouve elle aussi la paix. Et l'ex-fiancé infidèle apprend à vivre avec les conséquences. À la fin, Oyu et Meri préparent leur vrai mariage, sans mensonge ni jeu. Meri apprend à se mettre en premier, à ne pas porter seul ce qui doit être partagé. Oyu apprend à aimer sans culpabilité, sans croire que tout ce qui est bon doit se payer par la douleur. Et bien que l'histoire ait commencé par une trahison, elle s'achève sur une nouvelle chance. Deux personnes qui se sont trouvées au moment le plus chaotique, et qui ont malgré tout décidé de construire quelque chose de propre. Fin du drama.